C'est le moment de faire le bilan de mon portefeuille boursier durant ce mois de mai qui a été plutôt spécial et aussi au passage de vérifier est-ce que j'ai battu le S&P 500 ou non. Donc juste avant d'aller sur mon portefeuille, on va sur mon écran parce qu'il y a pas mal de données intéressantes à regarder. Premièrement, au niveau des indices boursiers, le S&P 500 durant ce mois de mai a fait une très belle remontada. On est sur à peu près 5%. Alors si on se met vraiment ici à jeudi, voilà, c'est un peu moins de 5%. Bon, on peut voir que ça commence un petit peu à rebaisser, mais en même temps, c'est remonté assez fort. Si on regarde après le CAC 40 sur un mois, on est on est en hausse, 2,63%. Si on se met depuis le début de l'année, le CAC 40 est en positif à 4,60. Le S&P 500, il me semble qu'on est en négatif à 1%. Voilà, moins 1%. Bon, si on se met sur un an, on est toujours à plus 9. Et ici, on est toujours... Ah non, ici, par contre, on est en négatif pour le CAC 40. C'est que je ne suis pas trop le CAC 40 parce que je n'investis pas dessus. Par contre, ici, c'est le CAC 40 classique qui verse les dividendes. Donc, si on le compare au S&P 500, ça ne prend pas trop de sens. Donc, il faut mieux regarder le CAC 40 GR. Et là, on va voir que sur le GR, si on se met depuis le début de l'année, il est quasiment à plus 7. Et sur un an, il est en négatif, mais quand même assez légèrement. Si on compare, voilà, on est à moins 1,77 versus ici, sur un an, on est à moins 5. Parce que là, forcément, des dividendes ont été versés aux investisseurs. Ensuite, on passe au VIX. Alors ça, c'est une nouvelle un peu moins bonne. C'est qu'on peut voir que durant la journée de clôture de vendredi, le VIX a explosé à la hausse. Alors c'est quoi le VIX? C'est un indicateur de volatilité qui est basé sur le S&P 500. Concrètement, plus le VIX est haut, plus ça signifie qu'il y a de la peur, de l'incertitude sur le marché, donc des vendeurs. Plus le VIX est bas, plus ça signifie que souvent, on est sur des niveaux où les personnes sont plutôt euphoriques, plutôt confiantes par rapport au futur et donc continuent d'investir massivement en bourse. Donc si on se met sur les 5 derniers jours, on a eu une petite hausse du VIX de 14%. Après, si on se met sur un mois, même sur 6 mois, voilà, ici c'était quand on avait le niveau à peu près le plus bas qu'on a eu dernièrement, donc le 8 avril. On peut regarder le CAC 40, il était où le 8 avril? Mais vous allez voir que 8 avril, on était juste ici, 7100. Donc, on était quasiment sur le plus bas. Parce que très souvent, c'est corrélé. Si le VIX est très haut, ça signifie que les marchés sont plutôt en train de baisser. Et là, si on se met aussi sur 6 mois, 8 avril, vous voyez que là, on était vraiment au plus bas sur le S&P 500 parce qu'il est basé sur le S&P 500. Donc, moi, ma stratégie, encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement, mais plus le VIX monte, plus je vais avoir tendance à acheter. Par contre, ça signifie que notre portefeuille, souvent, est en train de baisser. Mais là, on peut voir que voilà, le VIX était vraiment bas. Voilà, on est descendu jusqu'à 17. Là, on a repris un petit peu. Après, on est très, très loin du niveau qu'on avait eu de 52. Et on va voir pourquoi notamment on a eu cette hausse en 24 heures de quasiment plus 10%. Et vous allez voir qu'en fait c'est Trump, il a fait encore une annonce vendredi après-midi qui a fait exploser le VIX et fait une journée de clôture sur tous les marchés qui est plutôt négative. Maintenant, si on regarde le Bitcoin aussi, Bitcoin sur les 5 derniers jours, alors on est à peu près flat sur un mois, Bitcoin plus 15%. Donc là, il a eu une très très belle performance si on compare ici au CAC 40 et au S&P 500. Voilà, plus 15 avec un Bitcoin actuellement qui s'échange à 107 000 $ et quelques. Et on avait même atteint visiblement ici 111 000 $. Donc pour ceux qui ont du Bitcoin, je pense que voilà, vous êtes plutôt contents actuellement. On verra ce que ça donne. Et si on se met sur un an, on est quasiment sur les plus hauts historiques réellement. Et sur 5 ans... Voilà, ouais, on est quasiment sur les ATH. Et donc voilà. Ensuite, on va avoir là, alors TradingView, on peut voir que quasiment tout est dans le rouge là pour certaines actions que je suis. Pour les ETF aussi. Il y a juste le VIX qui est en positif. Mais bon, le VIX, du coup, quand il est en positif, toutes les actions sont dans le rouge. Maintenant, pourquoi du coup le marché a baissé? On a eu notamment Trump qui a un peu plombé l'ambiance avec des menaces contre l'Europe. Et concernant les menaces, c'est ce vendredi, donc il a menacé l'Europe de 50% de droits de douane aux produits européens importés à compter du 1er juin. Le 1er juin, c'est maintenant. Donc c'est quand même quelque chose d'assez considérable, estimant que les négociations en cours ne vont nulle part. Et du coup, je me suis un peu intéressé à Trump avec ChatGPT pour lui demander mais est-ce que tu peux me partager la carrière de Trump? Ensuite, aussi l'évolution de son patrimoine, c'est assez intéressant. Et aussi, est-ce que typiquement, ce type de mesure, je l'ai donné à ChatGPT, est-ce que selon toi, c'est du bluff? Et du coup, je vais vous partager quelques infos sur Trump qui sont plutôt intéressantes.
Alors, au niveau de Trump, son ascension immobilière, alors il a hérité d'un empire immobilier, ChatGPT me dit modeste, mais bon, c'est quand même 20 à 40 millions de dollars en 1980. Donc voilà, c'est pas 20-40 millions de dollars d'aujourd'hui. À l'époque, ça c'est plus de, je pense que ça doit faire au moins 200 vraiment millions par rapport à aujourd'hui. Donc très rentable mais peu médiatisé. Et ensuite il s'est lancé dans des projets donc avec beaucoup d'utilisation de la dette, notamment donc de l'emprunt bancaire. Donc notamment il a créé des hôtels, des casinos, donc il a eu un bel héritage. Il a valorisé donc fortement ses actifs dans la presse, donc souvent de manière exagérée. Donc on va voir que c'est quelqu'un vraiment qui exagère beaucoup dans ses prises de décision, dans ce qu'il dit, etc. Après dans les années 80, donc il y avait déjà Forbes qui doutait sur ses chiffres. Trump il prétendait valoir plus de 1 milliard de net worth et au final Forbes estimait plutôt qu'il était à 200 à 400 millions. Donc voilà, il surestimait déjà 2 x 2, x 3, x 4 sa fortune. Après, dans les années 90, tout s'est effondré. Donc effondrement et dette. Donc on a eu la crise des marchés immobiliers plus une mauvaise gestion. Donc un effondrement des revenus de ces casinos, donc Atlantic City, accumule donc 900 millions de dettes personnelles, plus 3,5 milliards de dettes d'entreprise. Donc là, on ne parle pas d'un petit découvert. Là, c'est des dettes qui sont colossales. Donc plusieurs faillites contrôlées. Donc chapitre 11, ça c'est quoi? C'est que notamment, on peut se mettre aux États-Unis en faillite personnelle. C'est quelque chose qu'on a, il me semble pas, en Europe, ce genre de choses, qui permet, entre guillemets, de se protéger et un peu, si je ne me trompe pas, c'est un peu d'annuler les dettes des créanciers avant que ça aille encore plus loin. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais c'est sous certaines conditions, etc. Et notamment Trump Taj Mahal, donc visiblement ça devait être quelque chose qu'il avait dû créer aussi à son nom. Donc il évite la ruine complète en renégociant ses créanciers, parfois en cédant partiellement le contrôle de ses actifs. Et chapitre 11, il me semble qu'en fait on peut, c'est ça, durant la procédure, voir avec chaque créancier, mettre en pause en fait, mettre tout en stand-by et gérer avec les créanciers, ok, je peux peut-être faire ça, en fait trouver des solutions avant que ça soit catastrophique. Donc le sang-clé, il s'en sort grâce à sa capacité à négocier avec les banques et à utiliser le chapitre 11 pour se restructurer sans perdre totalement ses biens. Donc on peut voir c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la négociation. Ensuite, année 2000-2010, donc renaissance médiatique, donc il est moins actif dans l'immobilier, il devient surtout un licencieur de marque, donc il fait payer pour que son nom soit utilisé, donc il devient un multimillionnaire, voire milliardaire selon lui, grâce à The Apprentice qui lui rapporte environ 200 millions sur 15 ans. Alors The Apprentice, il me semble que c'était une émission télé aux États-Unis, à voir, à vérifier, mais il me semble qu'il y a une émission télé aux États-Unis qui était très connue. Exploite massivement son image pour vendre des produits, hausse, tech, cravate, formation immobilière, donc voilà, il utilisait vraiment son image là-dessus. Après 2010-2016, donc politique et fortune controversée. Donc 2015, il annonce avoir une fortune de 10 milliards de dollars, ce qui est fortement contesté. Forbes, Bloomberg et d'autres l'évaluent plutôt autour des 3-4 milliards, donc toujours dans l'excès. Son actif principal reste Trump Organization qui possède ou gère hôtels, golf, propriétés résidentielles. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une très grosse fortune. Aujourd'hui, on peut voir que il a toujours été un petit peu dans l'excès de manière générale. C'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la négociation, notamment quand il a eu des dettes, mais même pour ses achats immobiliers. Et ensuite, depuis 2016-2023, déclin relatif, sa fortune diminue pendant sa présidence, donc baisse de la fréquentation de ses hôtels, donc boycott partiel, du recul du secteur hôtelier, notamment avec, ici je dirais pas le nom, mais vous voyez, et de poursuites judiciaires coûteuses. Donc en 2023, Ford, ils estiment sa fortune à 2,5 à 3 milliards de dollars, mais avec beaucoup de dettes, et d'ailleurs là on peut voir un petit peu l'évolution. Donc fortune réelle estimée, donc en 82 on était entre 200 et 400 millions, dettes faibles, début de l'expansion. 91, là c'était une catastrophique, donc faillite contrôlée où il a réussi à s'en sortir. En négociant beaucoup avec ses créanciers. 2004, ça repart, il reprend de la dette, boom avec The Apprentice juste ici. Et ensuite, on a 2015, là 3-4 milliards, donc dette importante, lancement politique. Et 2023, donc là, dette plusieurs centaines de milliards aussi, procès, baisse d'image. Donc ce qu'il faut retenir, donc Trump n'a jamais eu une fortune aussi massive qu'il le prétend, il a construit sa richesse sur un levier très élevé, un usage intensif de la marque, une capacité à naviguer entre succès médiatique et échec, un style agressif mais résilient, souvent proche du bluff. Et du coup, ici ce qui était intéressant, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, actuellement Trump est en train de mettre des coups de pression à l'Europe, notamment concernant les droits de douane, il a menacé de mettre des droits de douane à 50%, selon toi ça pourrait être du bluff.
Alors, ChatGPT m'a répondu par rapport à toutes les informations qu'il connaît sur Trump. Donc oui, il est très probable que ça soit au moins partiellement du bluff, et ce pour plusieurs raisons stratégiques liées au style de Trump, à l'économie américaine et à l'histoire de ses négociations. Donc le style de Trump, c'est la stratégie du chaos. Donc Trump, il utilise toujours ce qu'on appelle en négociation le maximum pressure, donc qui commence très fort avec des menaces disproportionnées, puis négocie un compromis plus favorable que s'il avait commencé de manière modérée. Donc exemple ici avec la Chine, menace des droits de douane massifs, puis accord partiel en sa faveur. Ensuite, avec l'OTAN, menace de retrait ou de réduction, puis renégociation des contributions. Et avec le Mexique et le Canada, donc fini de l'ALENA, remplacé par un accord plus favorable aux USA, après forte pression. Donc conclusion, il bluffe souvent au départ pour forcer la main, mais finit rarement par mettre en œuvre l'intégralité de ces menaces. Donc un droit de douane à 50% serait économiquement risqué, ça ferait exploser le prix à l'importation pour les consommations. De nombreuses entreprises US dépendent des pièces ou produits européens, donc automobiles, pharmacie, luxe, etc. Et ça risquerait des représailles asymétriques de la part de l'Union européenne, donc droit de douane sur Boeing, Apple, etc. Donc résultat, perte de compétitivité, hausse de l'inflation, grogne du patronat, donc très risqué politiquement. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Ensuite, contexte électoral. Donc Trump parle à son électorat protectionniste et industriel, mais il sait que l'Amérique a besoin de ses partenaires commerciaux. Les annonces chocs lui servent souvent à faire pression pour renégocier les conditions d'échange, pas forcément pour lancer une guerre commerciale réelle. Donc selon ChatGPT, oui, c'est probablement du bluff partiel. Il cherche à imposer un rapport de force. Il n'ira probablement pas à 50%, mais peut viser 10 à 25% ciblés sur des produits symboliques, donc pas forcément la totalité. Voiture, acier, son objectif est souvent de faire plier l'autre partie avant que la mesure entre en vigueur. Donc ça, c'est concernant la partie Trump. Maintenant, on passe à mon portefeuille boursier directement. Donc c'est bon, on est sur mon portefeuille Trade Republic et là d'ailleurs on peut voir la journée de clôture, c'est notamment le vendredi où Trump a annoncé et a mis un coup de pression à l'Europe avec ses fameux droits de douane à 50% début juin, on est à moins 1,93%. Donc un gros impact. Après, dans mon cas, vous le savez, j'investis tous les mois près de 500 euros. Je vous montrerai sur quoi. Peu importe ce qui se passe, j'investis. Et si ça baisse plus et que je pourrais potentiellement investir plus, j'essaierai aussi de le faire là-dessus. Juste un petit rappel avant qu'on voit ma performance. Vous le savez, mes vidéos, ce n'est pas du conseil en investissement. Je vous partage juste ce que je fais à titre personnel. Je ne vous conseille pas de faire quoi que ce soit. Vous êtes maître de vos investissements. Je tiens à le préciser. Mon portefeuille ici, je l'ai créé pour directement essayer de battre le S&P 500. Je sais que ça va être compliqué, mais c'est un peu une expérience et que je vous partage ça en chaque fin de mois pour que vraiment vous ayez aussi un rapport un peu de est-ce que j'arrive à le battre ou non. Et aussi pour ça, j'utilise Trade Republic. Si jamais vous souhaitez ouvrir un compte chez Trade Republic, je vous mettrai un lien en cette vidéo qui vous permet de créer votre compte gratuitement. Et le gros avantage, c'est que moi, je fais que des plans d'investissement. Donc, j'ai 0 € de frais à l'achat au niveau des frais de transaction. Donc, c'est hyper intéressant là-dessus. Et si clairement vous souhaitez faire du DCA comme moi, c'est pour le coup le courtier que je vous conseille d'utiliser. Maintenant, si on descend un petit peu plus bas, alors avant qu'on voit mes investissements, vous savez quoi, je vais plus vous partager déjà sur un mois. Et sur un mois, on est à plus 6,26%. Donc ce qui est pas mal, ça a bien remonté. Donc j'espère pour ceux qui étaient investis dans le marché quand ça a baissé, qu'ils n'ont pas paniqué et commencé à vendre, parce que c'est souvent l'inverse. Plus ça baisse, plus il faut acheter de manière générale. Donc là, dans mon cas, on est à plus 6,26. On peut voir qu'on était monté même à quasiment plus 11. Et on est redescendu ici un petit peu, donc à partir du 17 mai, on a commencé à redescendre. Et si on regarde un petit peu les performances juste là, depuis l'achat, en sachant que j'ai commencé le DCA en même temps sur tous ces actifs. Donc on peut vraiment comparer la performance réelle. Concrètement, le S&P 500 est à moins 4,86. Ensuite, pour les actions, il y en a 4 qui pour le coup surperforment le S&P 500, c'est Tesla, c'est Nvidia, c'est Visa, c'est Mastercard. Et après, il y en a 3 qui sous-performent, notamment Amazon. On a Apple, moins 17,54. Ça fait très mal. Alphabet, moins 7,14. Après, j'ai une vision qui est très long terme, encore une fois. Apple, à mon sens, c'est une très belle entreprise. Et ce que j'aime bien me dire, c'est est-ce que j'utilise les produits? Et si oui, quand je les utilise, est-ce que j'en suis content? Est-ce que ça fonctionne bien? Et lorsque j'achète les nouveaux produits, est-ce que j'en suis satisfait? Et clairement, pour Apple, bon, dans mon cas, j'ai un iPhone, j'avais l'ancien avant. Bon, c'est pas le dernier iPhone, mais c'est un des derniers des années précédentes. Pour le coup, je trouve qu'ils sont vachement mieux. Pareil, mon ordinateur, c'est un Mac, je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Donc tant que je suis satisfait des produits,
bah, je trouve que ça peut avoir du sens du coup d'investir dessus. Nvidia, pareil, en termes de cartes graphiques, c'est des super bonnes cartes graphiques. Et au-delà de ça, Mastercard, Visa, bah, notre carte bancaire, très souvent, c'est une Mastercard, une Visa. Donc c'est quand même des acteurs aujourd'hui très très résilients. Alphabet, c'est Google. Si vous regardez cette vidéo, bah, c'est grâce à Google, grâce à YouTube. Et du coup, moi, j'utilise en plus YouTube même pour faire des vidéos. Je trouve que c'est une super plateforme et qu'à terme, ça va beaucoup plus remplacer la télé qu'autre chose. Et il y a de plus en plus de personnes qui regardent des vidéos. Et après, bah, pour le reste, Tesla, j'ai pas de Tesla, mais la Tesla, c'est pas forcément pour les voitures, c'est plus pour tout ce qu'ils vont faire, notamment par rapport à la conduite autonome, où je trouve que c'est juste hyper intéressant parce que concrètement, ils voudraient faire un petit peu comme ce qu'on a avec Uber dans les villes bah, partout dans le monde. Il faut savoir qu'en France, c'est Uber, mais à l'étranger, on va avoir d'autres solutions. On va avoir des Bolt, on va avoir à Dubaï, j'ai vu là, quand j'étais allé, c'était Carim, on peut télécharger l'application et prendre une voiture, mais eux, ce qu'ils veulent faire, Tesla, c'est notamment la partie conduite autonome et la développer et pourquoi pas à terme même pouvoir faire en sorte d'acheter une voiture Tesla qui conduit automatiquement bah, toute seule et qu'on peut même la mettre en location notre voiture. Imaginons on est au travail, on va au travail avec notre voiture et ensuite la voiture elle est en conduite autonome. Des personnes peuvent réserver comme un Uber, sauf que c'est notre Tesla qui va la chercher et nous on prend un pourcentage directement dessus et potentiellement ça serait du coup rentable pour l'utilisateur qui a sa propre Tesla. C'est aussi plus rentable pour le client parce que le client ça sera moins cher qu'un chauffeur Uber. Donc je regarde beaucoup ça actuellement et je trouve ça juste passionnant. Donc c'est pour ça que Tesla, j'ai une vision très très long terme dessus et pour l'instant c'est ce qui surperforme le portefeuille. Donc voilà par rapport à ça, en sachant qu'on a commencé le DCA en 2024, il me semble que c'était en octobre et j'ai investi 488 € par mois. Donc pour vous partager un peu la répartition, donc il y a un ordre d'ailleurs qui est passé hier, mais là vous avez la répartition, donc Alphabet 6 € par semaine. Alors j'investis à la semaine, comme ça lise vraiment le DCA parce que notamment actuellement avec les annonces de Trump, à mon sens c'est hyper intéressant de se mettre plus sur la semaine que sur le mois parce que en fait bah, quand ça baisse fort, je préfère me dire ok là je vais vraiment lisser parce qu'on peut voir il y a une volatilité qui est extrême, qui sait voilà dans 10 jours on est à moins 10% sur le marché alors qu'actuellement on est à peu près neutre sur le S&P 500. Donc je préfère lisser vraiment comme ça et très réplique, c'est ce que j'aime bien, c'est que je peux tout mettre à la semaine. Dans le cas, j'ai pas de frais, ça change rien. Donc là, Alphabet 6 €, Apple 12 €. Donc je laisse ma ligne Apple un petit peu plus importante, donc 12 €, qui est plus que Alphabet ou Mastercard ou Visa. Pourquoi? Parce que notamment là, on est à moins 17, donc j'en profite pour racheter du Apple. Après, Nvidia, je suis à 12, Tesla, je suis à 12. Alors même si Tesla, c'est ce que j'ai qui surperforme un peu tout le portefeuille, je reste à 12 parce qu'à long terme, je pense, selon moi, ça va être vraiment un de mes titres qui, je pense, peut faire ma performance. En tout cas, je l'espère. On le verra au fur et à mesure des mois et des années. Le S&P 500, c'est 50% du portefeuille parce que le but, c'est quand même d'avoir une base solide. Et à mon sens, le S&P 500, c'est quand même du très, très solide. Et Amazon, 6 €. Donc concrètement, je surpondère ces actions qui sont déjà dans le S&P 500, qui sont déjà capitalisées, parce que j'estime qu'ils peuvent potentiellement surperformer l'indice global des 500 entreprises. Et ce qu'on va voir d'ailleurs, c'est est-ce que depuis le début, le S&P 500 surperforme les actions ou c'est l'inverse. Donc je vais vous partager tout ça. Et juste avant, je voulais vous dire aussi, en solde espèce, j'ai encore pas mal d'argent. Donc ça, c'est bien, j'ai 2245 €. Donc ce qui me permet voilà, d'investir à peu près 480, enfin quasiment 500 € par mois. Mais j'estime que c'est vraiment déjà un super montant. Ça fait presque 6 000 € par an. Et 6 000 € par an, si je fais ça pendant voilà, un certain nombre de temps, ça va créer un patrimoine qui est colossal. Alors je sais que tout le monde ne peut pas investir 500 € par mois. Certains c'est 50, d'autres c'est 100. Après, je sais aussi sur la chaîne, certains d'entre vous investissent 1000, d'autres 1500. Donc ça va dépendre des revenus, etc. Mais à mon sens, déjà... Voilà, de toute façon, il vaut mieux investir même ne serait-ce que 70 € par mois que de ne réinvestir du tout, clairement, parce que vu qu'on n'aura pas de retraite ni rien, je trouve que c'est toujours plus pertinent. Mais dans mon cas, là, je pense, voilà, dès 200-300 € par mois, on fait une grosse différence sur le long terme. Du coup, ce que je voulais vous partager, c'est la différence au niveau de performance des statistiques. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que l'ETF représente 50,31% en termes de position totale, versus les actions 49,69. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le S&P 500, j'investis pourtant la moitié de chaque mois des 488 €, donc j'ai investi 244 €. Pour l'instant, il surperforme les actions donc, que j'ai en portefeuille. Bien entendu, si vous prenez d'autres actions, ça ne sera pas forcément du tout la même chose. Après, c'est quand même très très proche. C'est que là, pour l'instant, c'est très très proche. Il faut savoir qu'au début, durant les 2 premiers mois, c'était les actions qui surperformaient.
Ensuite, les 3 mois d'après, c'était le S&P 500 qui surperformait largement. Et là, visiblement, sur le mois dernier, enfin le mois qui vient de se finir, de mai, concrètement, là, on peut voir que c'est vraiment plutôt équilibré. Donc, pour l'instant, c'est plutôt corrélé. À voir ce que ça va donner, encore une fois, sur une longue période. Mais j'espère que voilà, ça va permettre de maximiser le rendement, le fait de faire ça. Donc voilà par rapport un petit peu aux statistiques. Donc on continue à investir tous les mois, ça ne change rien. Donc on avait en plus le portefeuille qui était monté à quasiment 4000 €, donc c'était plutôt cool. Bon, il est redescendu, mais bon, il va remonter dans 8 jours. De toute façon, il y a un réinvestissement qui se fait automatiquement. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur mon portefeuille boursier. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, à les mettre en commentaire. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas un compte Trade Republic, je vous mettrai un lien dans cette vidéo qui vous permet d'ouvrir votre compte gratuitement, et notamment si vous souhaitez faire du DCA à la semaine pour plus lisser ou directement bimensuel. C'est quelque chose que vous pouvez faire là-dessus et avec des ordres qui sont gratuits, donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.